Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre espace de formation virtuelle. Nous vous remercions de votre participation et de nous consacrer 1 heure de votre temps. Nous sommes sûrs que cette formation vous apportera de nombreuses idées applicables quelle que soit où sera votre situation d'enseignement, 100% en ligne, semi-présentiel, présentiel. Aujourd'hui, vous assisterez pendant 1 heure à la rencontre virtuelle FLE animée par Isabelle Delnoz et s'intitulant Répondre à l'hétérogénéité des élèves. Donc pendant cette session, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions via la fenêtre de questions-réponses. Nous y répondrons pendant la session ou c'est Isabelle qui répondra en fin de session dans environ 50 bonnes minutes. Bonjour Isabelle, merci d'avance. Je te laisse la parole et puis on se retrouve en fin de session. Bon courage, à tout à l'heure. Merci Séverine et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous quelques idées sur l'hétérogénéité des élèves en classe de FLE. Alors je vous parle de l'Est de la Belgique, plus particulièrement à la croisée des frontières belges, néerlandaises et allemandes, où j'enseigne la didactique du FLE à de futurs instituteurs et où je travaille également comme conseillère pédagogique. Alors, voici le programme que je vous propose. Alors, pour commencer, un petit coup d'œil dans le passé, avant de passer à une brève introduction théorique où nous aborderons le concept d'hétérogénéité et son allié incontournable qui est la pédagogie différenciée et la différenciation. Ensuite, je vous proposerai 3 pistes pour répondre à l'hétérogénéité des élèves. Alors, il s'agit d'adopter des modalités de différenciation, de tenir compte de la diversité des élèves et pratiquer une évaluation positive. Alors, il est vrai que la littérature est très abondante sur le sujet, mais il y a très peu d'exemples pratiques. Et la raison est simple. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution ou d'activité clé sur porte parce que chaque situation d'apprentissage est unique. Et donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous proposer quelques mises en pratique, notamment avec des manuels. Et j'espère que cela pourra vous donner des idées, vous conforter aussi parce que parfois on pratique la différenciation naturellement, inconsciemment. Et j'espère aussi que ça fera en sorte que la différenciation ne sera plus un idéal inaccessible, mais une pratique optimiste de classe avec une intervention efficace de l'enseignant. Alors, je terminerai la présentation en essayant de vous montrer que la séquence conçue dans une perspective actionnelle offre un cadre propice à toutes ces pratiques de différenciation. Et cette idée jalonne d'ailleurs toute ma présentation parce que chaque activité que je vous propose est normalement reliée à une tâche ou à une séquence. Voilà, alors commençons par le coup d'œil dans le passé. Et l'hétérogénéité est une notion qui a accompagné toute l'histoire de la pédagogie. Elle est souvent liée à la, comment dire, à la pratique. Elle est souvent liée aux pratiques qui se focalisent plus sur l'élève que sur le contenu ou sur le programme. Et ça remonte déjà très loin. On peut penser à Platon, à Montaigne, à Rousseau, mais c'est surtout au début du XXe siècle, avec le bouillonnement d'idées en la matière représenté notamment par le courant de l'éducation nouvelle, qu'on assiste aux premiers dispositifs en classe avec des idées qu'on utilise encore actuellement, comme par exemple les fichiers autocorrectifs, les plans individuels de travail ou l'activité collective mobilisatrice de la pédagogie freinée. Puis, dans les années 60 et 70, avec la démocratisation et la massification de l'enseignement, la gestion de l'hétérogénéité devient une nécessité, une exigence, voire même une volonté politique de réforme. C'est aussi à cette époque-là que le concept de pédagogie différenciée apparaît. Et puis, au fil du temps, la problématique de l'hétérogénéité devient une priorité institutionnelle. Alors,
on prône d'en haut l'individualisation de l'apprentissage, la pédagogie de soutien, avec comme résultat bien souvent que les enseignants se sentent démunis face aux contraintes institutionnelles, aux exigences du programme et à la réalité de la pratique de classe. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion de l'hétérogénéité reste un défi pour les pratiques de classe. Un défi parce que quand on cherche des solutions pour différencier dans sa classe, on est confronté à l'essence même du métier d'enseignant que Jean-Jacques Rousseau traduisait dans cette citation qui est « l'art difficile de tout faire en ne faisant rien ». Alors tout faire, c'est créer un climat propice à l'apprentissage, c'est croire en tous ces apprenants. C'est également, comment dire, c'est mettre tout en œuvre, c'est utiliser toutes les ressources disponibles de la panoplie pédagogique, mais pas au même moment. Et c'est également utiliser la différenciation dans une pratique ordinaire. Et donc, on ne pense pas là à des dispositifs sophistiqués. Et quant à la deuxième partie de la situation, en ne faisant rien, elle rappelle à l'enseignant qu'il ne peut pas apprendre à la place de l'élève, même s'il fait le maximum pour sa réussite. Alors je trouve que cette situation, elle traduit vraiment bien le ressenti, le vécu de l'enseignant, et je trouve qu'elle appelle à poursuivre notre travail de recherche de solutions, d'expérimentation, de tâtonnement, et c'est ce que je vous invite à faire avec des exemples pratiques pour le FLE. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit sondage à partir de la caricature d'une situation de classe, et je vais vous demander de répondre à la question suivante: que dit le prof? Et pour cela, je vous propose quatre éléments de réponse. Je vais vous demander d'en cocher une. Donc la première, c'est à chacun son programme et à chacun sa tâche. Dispersez-vous, revenez quand ce sera terminé. La tâche sera la même pour tous, grimper à l'arbre. À vos marques, prêt, partez, que le meilleur gagne. Et silence, je ne veux rien entendre aujourd'hui. Alors je vous laisse répondre. Peut-être que certains connaissent la version originale de la caricature, mais je leur demanderai de répondre en fonction de leur ressenti. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, vous avez répondu à chacun son majoritairement, mais les résultats sont assez partagés entre la proposition 1 et la proposition 2. Vous avez répondu majoritairement à chacun son programme, à chacun sa tâche. Dispersez-vous et revenez quand ce sera terminé. Ça, c'est une proposition qui souligne, qui met en évidence un enseignement très individualisé. La deuxième proposition, qui est aussi la proposition de la version originale, souligne l'égalité. Donc une recherche d'égalité. La tâche sera la même pour tous, grimper à l'arbre. Donc le professeur est face à sa classe avec des élèves extrêmement différents et il veut proposer le même enseignement au singe et à l'éléphant en passant par le poisson rouge. Alors à vos marques, prêt, partez, que le meilleur gagne, c'est une incitation qui vise à la concurrence, à la compétition. Et silence, je ne veux rien entendre aujourd'hui, c'est une consigne qui met en évidence
non seulement la passivité des élèves, mais aussi l'inaction du prof. Alors, donc, je vous l'ai dit, la bonne réponse, c'est la tâche sera la même pour tous, grimper à l'arbre. Euh, cette situation, elle correspond vraiment à ce que nous vivons dans les classes de langue, parce qu'à la diversité des profils des élèves s'ajoute également une différence de niveau, que ce soit dans des classes d'âge, ça veut dire qu'on a des élèves parfois de niveaux différents, mais qui suivent des objectifs communs avec un programme commun, ou dans des classes multiniveaux. Donc, ce sont des classes où les élèves ont été regroupés pour des contraintes organisationnelles et où les élèves ont des objectifs différents avec un programme différent. Mais cette situation de classe est bien notre situation problème et elle nécessite absolument des pratiques de différenciation. Alors, comment faire pour répondre à l'hétérogénéité? Eh bien, les pédagogies actives ont déjà fortement ouvert le chemin. Mais cela ne suffit pas. Rendre l'élève actif, cela ne suffit pas. Alors, il faut essayer de retravailler à la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Et comment? Eh bien, grâce à la perspective actionnelle, grâce à la séquence qui va donner une structure à toute la situation d'apprentissage. Ensuite, en ouvrant la classe vers la culture pour donner du corps à l'apprentissage. Et enfin, en différenciant pour maximiser l'apport de la perspective actionnelle et de la culture auprès d'un maximum d'apprenants. Et c'est là que l'enseignant va prendre des mesures pour éviter que certains apprenants stagnent en permanence dans leur zone de confort et que d'autres, par contre, soient complètement dépassés par ce qui se passe en classe. C'est vraiment un travail d'expert, d'artisan que l'enseignant va mener ici, parce qu'il va devoir doser l'apprentissage, doser la difficulté, il va devoir diversifier les chemins et évaluer intelligemment. Et ce travail, je trouve qu'il est très bien représenté sur cette image, donc sur l'image de droite ici, il est représenté par l'aménagement des caisses qui permettent à tous les enfants de participer, de prendre part à un événement collectif. Et ces 3 caisses, elles représentent les pistes de réponse à l'hétérogénéité des élèves, qui sont pour moi, donc pratiquer des modalités de différenciation, tenir compte de la diversité des élèves et pratiquer une évaluation positive. Alors, la première piste, c'est celle que j'ai nommée les modalités de différenciation. Alors, les modalités de différenciation, je les ai divisées en 4 grands domaines sur lesquels la différenciation peut porter. Il s'agit des structures, des processus, des contenus et des productions. Alors, elles peuvent intervenir à tout moment dans la séquence pédagogique et le but est de produire des situations d'apprentissage pertinentes et fécondes. Alors, le premier domaine est celui des structures. Celui des structures, donc il s'agit de toute l'organisation et la planification du travail de l'enseignant en amont. C'est un domaine qui chapeaute un petit peu les 3 autres et il est omniprésent dans toute la conception de la séquence. Alors les structures, ça concerne la gestion de l'espace, la gestion du temps et la gestion des interactions au sein de la classe. En ce qui concerne l'espace, on va privilégier un aménagement modulable avec un prof itinérant. En ce qui concerne la gestion du temps, eh bien, grâce à un plan de la séquence, grâce à une vue synoptique, on va pouvoir anticiper les phases de travail en autonomie, d'évaluation formative et de remédiation. Et enfin, quant aux interactions entre élèves, elles constituent vraiment un élément clé dans les réponses à l'hétérogénéité. C'est pour cela que la formation de groupes homogènes ou hétérogènes doivent
la formation de groupe doit résulter d'une réflexion approfondie de l'enseignant. En classe, rien ne doit être figé et rien ne doit être laissé au hasard. Et pour illustrer les différentes constellations de groupe, j'ai choisi d'utiliser une unité d'entre nous trois, c'est l'unité 6 qui est dédiée au cinéma. Alors, dans cette unité, les élèves sont amenés à évoquer des films. Ah, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film dont le succès est universel, c'est un film que j'ai vu 3 fois. Un des objectifs linguistiques est donc la maîtrise des pronoms relatifs simples et il arrive fréquemment, c'est une situation classique, que dans la classe, tous les apprenants n'aient pas le même prérequis en la matière. C'est à ce moment-là que c'est une occasion pour l'enseignant de former des groupes de besoins. Un groupe de besoins, c'est un groupe qui va rassembler des apprenants qui ont les mêmes besoins à un moment donné. Et ils ont besoin d'exercices supplémentaires ou d'explications complémentaires. C'est un groupe extrêmement ponctuel. Alors ces explications complémentaires et ces exercices complémentaires, l'enseignant pourra les trouver dans l'espace virtuel qui est associé au manuel. Donc voilà pour le groupe de besoins. Dans cette même séquence, on confronte les élèves à 2 extraits du scénario du film de Cédric Klapisch, Paris. Et en groupe, les élèves ils doivent résumer les extraits, ils doivent les interpréter et ils doivent les réécrire de façon à ce que les personnages se comportent autrement et éprouvent d'autres sentiments. Alors ici, un groupe de besoins serait totalement inapproprié. On va donc privilégier une constellation plus hétérogène qui va permettre d'installer des mécanismes d'entraide au sein du groupe. Et c'est ici un groupe d'entraide. Alors la première tâche de la séquence est de présenter un film que l'on a aimé et le travail se fait toujours en groupe. Donc les apprenants vont présenter des films et quand tous les films auront été présentés, l'ensemble de la classe élit le film, l'ensemble de la classe élit le film qui sera regardé tous ensemble. Ici, la tâche a incité les apprenants à former des groupes selon leurs affinités, leurs intérêts. Il s'agit donc du groupe d'intérêt. Enfin, la dernière tâche de cette séquence est une tâche un petit peu plus créative parce que les apprenants vont devoir inventer un film, ils vont écrire la fiche technique et rédiger une critique. Et pour cette tâche, il n'y a pas une constellation de groupe qui est recommandée. Ce n'est donc pas pour autant qu'on va laisser les groupes se former de manière aléatoire. Là, le professeur va faire appel à la connaissance approfondie qu'il a de ses élèves pour former des groupes les plus équilibrés possibles et les plus enclins au travail. Donc, comme on l'a vu, les groupes sont vraiment un élément très les groupes sont vraiment un élément très important dans la gestion de l'hétérogénéité. Et comme on l'a vu tout au long de la séquence, il ne faut pas que la formation des groupes reste figée. Il faut donc former des groupes malléables et flexibles. Il faut donner des consignes précises au niveau de la tâche, de la durée, des modalités. Au sein des groupes, il faut répartir les rôles à bon escient. Il y a les classiques animateurs, documentalistes, gardiens du temps, gardiens de la langue, gardiens du sujet. Et il faut surtout faire en sorte que le travail du groupe soit fait en classe et non à domicile, parce que sinon les inégalités vont réapparaître alors que le travail de groupe est un outil privilégié de différenciation. Donc voilà pour les structures et en particulier le travail de groupe.
Alors, quant au processus, c'est le deuxième domaine sur lequel le professeur peut intervenir. Il s'agit de toutes les interventions possibles de l'enseignant sur des activités qui se font avec le même support et la même activité. Et là, on peut travailler, par exemple, sur la rédaction de consignes qui peuvent, qui peuvent être plus ou moins explicites. On peut aussi travailler à l'élaboration de questionnaires avec des questions ouvertes ou des questions fermées. On peut aussi appareiller un texte. Alors, qu'est-ce que c'est appareiller un texte? Il s'agit d'équiper un texte de façon à ce que tous les élèves puissent l'utiliser de manière simultanée. Alors, un exemple dans l'espace virtuel, dans la rubrique C'est d'actualité, il y a une tribune qui est intitulée Coronavirus, la science-fiction à la rescousse, et ce texte a été outillé au moyen d'un code couleur. Et ce code couleur permet de distinguer le lexique thématique, les expressions de fréquence et les mots liens. Ce code couleur va donc déjà faciliter la compréhension, la compréhension du texte et faciliter la lecture. On peut évidemment pousser le processus encore un petit peu plus loin en ajoutant des phylactères avec la définition de mots difficiles ou bien des annotations dans la marge ou encore le résumé d'idées principales pour certains paragraphes. Enfin, dans les processus, on a encore une série d'aides. Il s'agit d'aides matérielles, techniques ou d'aides plutôt linguistiques avec l'accès aux boîtes à outils ou bien des recours au texte modèle. Alors, pour illustrer ces aides, je vous propose une séquence intitulée Une histoire, 1000 histoires. Elle est conçue à partir du conte musical de Benjamin Lacombe, La mélodie des tuyaux. C'est un album qui appartient à la littérature enfantine, mais son exploitation fonctionne très bien avec des adolescents et même des adultes. Alors l'idée, c'est que les élèves écrivent d'autres histoires à partir de la rencontre magique d'Héléna et Alexandre dans la mélodie des tuyaux. Et la séquence reprend les phases habituelles de la perspective actionnelle. Ainsi, dans la sensibilisation, on va demander aux élèves d'émettre des hypothèses à partir du titre. Dans la deuxième phase, celle où on expose les élèves au texte, que ce soit le texte audio, le texte écrit ou le texte audio ou le texte dans la version vidéo, on va déjà pouvoir décider de mettre ou non des aides à disposition des élèves. Il s'agit très simplement ici d'arrêter la vidéo, d'insérer des sous-titres ou de ralentir le tempo. Ensuite, dans la troisième phase, on se focalise sur les outils. Donc, les outils ici, ce sera le passé composé, l'imparfait et le lexique de l'histoire. Enfin, dans la dernière tâche, c'est celle où on va rédiger l'histoire. On va demander aux élèves de rédiger un autre épilogue à partir du point de vue d'un autre personnage. Et là aussi, on va pouvoir mettre des aides à disposition. Donc, sur la partie gauche de l'écran, vous avez la rédaction de l'épilogue accompagnée de nombreuses aides. Et sur la partie droite, vous avez la rédaction de l'épilogue en quasi totale autonomie. Alors, les aides sont de différents types. On a un rappel illustré des étapes importantes de l'histoire, on a un recours au texte modèle, on a une boîte à outils de conjugaison et quelques mots de vocabulaire. Alors, toutes ces aides ne doivent pas évidemment être utilisées en même temps, mais il est bon de les avoir à l'esprit
pour que, au moment de la réalisation de la tâche, on puisse les mettre à disposition des élèves. L'utilisation, la version donc de la rédaction en recourant à toutes ces aides peut également être une sorte d'étape intermédiaire à la rédaction en autonomie. Alors, troisième domaine sur lequel on peut différencier, il s'agit des contenus. Il s'agit ici alors de choisir le contenu. On aura des supports différents pour une tâche unique et les supports vont différencier selon le niveau, les besoins ou l'intérêt des élèves. Alors, le choix que va opérer l'enseignant peut être fait en fonction du niveau. En fonction du niveau, on aura alors une version originale, une adaptation. On va travailler aussi sur la longueur, sur la densité du texte. Un exemple très caricatural, c'est exemple très caricatural, c'est utiliser une thématique avec un article du Monde et un article du JDE. Ou encore, un autre exemple, c'est de travailler la Déclaration universelle des droits de l'homme dans sa version originale ou la version simplifiée d'Amnesty International. Alors, on peut également différencier le texte en fonction des goûts, des intérêts, de l'orientation professionnelle des apprenants. Mais dans tous les cas, ici, on doit faire le deuil d'une approche traditionnelle du texte lecture, vocabulaire, question-réponse et valoriser une approche plus autonome de la lecture qui sera suivie par un dispositif de partage et d'échange. Alors, un exemple avec l'unité 5 de défi 1, la tâche est de faire des propositions pour sortir de la routine. Alors, on a également quelques petits textes qui sont de témoignages de personnes qui confient des trucs et astuces pour sortir de la routine. Et à droite de l'écran, on a un texte complémentaire qui peut compléter la séquence. C'est la séquence boulot, métro, dodo. Alors ici, il est assez simple de différencier. On va faire appel, on va essayer de répartir les textes de manière pertinente et on va faire appel à la longueur. Et pour ça, on va se référer au profil de lecteur de nos élèves. Le petit texte, on va l'attribuer à des lecteurs moins férus et le texte complémentaire, on va le proposer aux lecteurs plus avancés. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans tous les cas, les apprenants seront confrontés à un texte qui leur sera utile pour la réalisation de la tâche. Et que grâce à cette sélection réfléchie, ils ne seront pas mis dans une situation qui les dépasse ou dans une situation trop facile. Donc la situation d'apprentissage leur sera totalement profitable. Alors, dans le dernier domaine sur lequel on peut différencier est celui des productions. On peut varier évidemment très aisément une production selon la durée et la longueur de la tâche, mais on peut aussi varier une production à partir d'un document déclencheur identique. Et par exemple, ça pourrait être un sujet d'actualité. Les élèves s'informent à la maison et en classe, ils doivent présenter le sujet d'actualité. Et là, on peut avoir 4 niveaux de présentation. Ils vont présenter le sujet à l'aide de mots-clés, ça c'est le niveau minimal. Ensuite, on peut aussi le présenter à l'aide de photos et de leur légende, ce serait le niveau standard. Et ensuite, on peut aussi reformuler le texte d'actualité avec ou sans support. C'est donc 4 niveaux de préparation, de présentation et d'adaptation de la production. La tâche collective est également un bon outil pour diversifier les productions tant du niveau, de l'intérêt ou de l'ampleur de la tâche. Donc une tâche collective, c'est par exemple une émission de TV dédiée à un sujet. Alors un exemple pour les
une différenciation sur les productions. Ici, les élèves ont pour tâche de compléter la Déclaration universelle des droits de l'homme par un nouveau droit qu'ils devraient associer à un des tableaux de Jean-Michel Folon. Alors les élèves travaillent en duo et ils vont devoir présenter leurs droits en rédigeant l'article et en réalisant un nuage de mots qui reprend les grands concepts de leurs droits. Alors si le duo est bien choisi, les activités vont se répartir très facilement en leur sein et les apprenants seront non seulement très valorisés de leur production, mais également de leur travail en équipe. Voilà pour les modalités de différenciation. Alors, la deuxième grande piste que je voudrais vous proposer, c'est celle qui tient compte de la diversité des élèves. Et pour cela, je vous propose deux volets. La première, s'agit de diversifier les chemins d'accès à l'apprentissage en recourant notamment à notre créativité. Et pour cela, je vous invite à exploiter le concept des intelligences multiples. Et la deuxième est d'enseigner une panoplie de stratégies d'apprentissage que chaque apprenant va pouvoir s'approprier de manière très individuelle en fonction de son rythme de travail et de sa vitesse de progression. Alors, commençons par le concept des intelligences multiples. C'est un concept qui peut également s'employer dans toutes les phases de la séquence. Il est très efficace au niveau de la pré-tâche, juste avant la tâche finale. Et je vais vous présenter brièvement les 8 intelligences avant d'échanger avec vous sur le sujet. Alors l'intelligence verbale et linguistique, c'est celle qui recourt à la langue. On joue avec les mots, on joue avec les sons, on crée par exemple un mot croisé pour revoir du vocabulaire. On utilise l'intelligence logico-mathématique avec elle on classe, on repère les similitudes, les différences. On pourrait par exemple présenter les préférences des apprenants en matière de destination de voyage à l'aide d'un graphique. L'intelligence visuelle et spatiale, elle recourt à la représentation symbolique. Par exemple, on pourrait créer la maquette d'une ville pour en retenir les éléments essentiels. Comme son nom l'indique, l'intelligence musicale utilise la musique. On pourra alors greffer des actes de parole sur une mélodie célèbre pour les retenir plus facilement. L'intelligence corporelle et kinesthésique utilise le geste et le mouvement qu'on peut exploiter à travers des exercices de mime. L'intelligence naturaliste, quant à elle, elle fait appel à notre sensibilité écologique et à notre sens de l'observation. On pourrait alors créer un imagier des couleurs de la nature. L'intelligence interpersonnelle, c'est à elle qu'on recourt dans nos relations avec les autres. On peut l'utiliser par exemple quand on invente une histoire collective. Et l'intelligence intrapersonnelle, c'est celle qui se focalise sur la connaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses, de ses préférences. On pourrait demander à la fin d'une séquence aux élèves de retenir les 10 ou 15 mots qu'ils ont préférés dans la séquence. Alors, pour poursuivre, je vous propose un petit sondage et je vais vous demander de réfléchir à vos pratiques de classe et je vais vous demander parmi ces 8 intelligences, lesquelles vous sollicitez majoritairement en classe. Et attention, je vous demande d'en cocher 2 uniquement. Donc de cocher 2 intelligences que vous sollicitez majoritairement en classe.
Mais voilà, je pense que les résultats sont en train de parler. Et on constate à une échelle très internationale que c'est l'intelligence verbale et linguistique et l'intelligence interpersonnelle qui sont les plus sollicitées en classe de FLE. Et donc, c'est bien normal puisqu'on apprend une langue, mais l'idée ici est également de penser à solliciter également d'autres intelligences en imaginant des activités diversifiées. Alors, est-ce que je pourrais avoir ma vie? Est-ce que je pourrais... Merci. Alors, des activités diversifiées, comme par exemple dans une séquence, pardon, où la tâche serait de présenter l'interprétation d'un tableau détourné, on peut, au niveau de la pré-tâche, proposer quelques activités aux élèves qui font appel aux intelligences multiples. Et dans cette séquence, la pré-tâche pourrait consister en la description de deux tableaux. Et on pourrait ici comparer les deux tableaux à l'aide d'un diagramme. On pourrait demander aux élèves d'inventer un rap qui combine les deux tableaux ou encore de s'identifier au sujet d'un des deux tableaux. C'est le même concept ici à partir d'une unité de pourquoi pas 2, où la tâche est d'inventer une nouvelle tendance, où la tâche est plutôt de présenter une tendance mode passée. Alors après avoir été exposé à des petits textes qui décrivent les tendances des années 60, 70 et 80, on peut proposer aux élèves différentes activités comme par exemple créer une garde-robe lexicale, présenter une collection de tenues éco-responsables, créer un domino de la mode et y jouer. L'important ici, c'est que ces activités mobilisent les compétences linguistiques et de communication qui sont pareilles pour pouvoir préparer correctement à la tâche finale. Autre moyen de tenir compte de la diversité des apprenants, c'est d'enseigner une panoplie de stratégies d'apprentissage. Alors, enseigner des stratégies, c'est un passage obligé vers l'autonomie dans la langue cible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que sont les stratégies? Ce sont des comportements, des actions, des tactiques qui vont faciliter l'apprentissage et qu'on va retrouver de façon très différente au sein de la séquence. Alors, les stratégies s'enseignent de manière très collective, mais elles s'approprient de façon très individuelle. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignant doit proposer des stratégies très variées à ses élèves, de façon à ce que chacun puisse en trouver qui leur conviennent en fonction de leur profil. Il faut aussi que l'enseignement des stratégies soit explicite. Il faut que l'élève soit conscient qu'il est en train d'apprendre une stratégie. Et il faut également accompagner l'élève pendant l'utilisation de la stratégie pour qu'il puisse après l'évaluer. Il y a donc ici tout un processus qui est important, un processus qui va de l'apprentissage à l'autonomie par un entraînement conscient des stratégies. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques stratégies différentes selon les phases de la séquence. Ainsi, dans la première phase de la séquence, c'est la phase de sensibilisation, donc celle
où on présente la tâche, où on présente le thème, l'exploitation d'une feuille de route peut s'avérer une stratégie d'apprentissage très efficace. Alors la feuille de route, elle présente les étapes importantes de la séquence ainsi que les exigences à remplir. À titre d'exemple, la page de garde de l'unité 1 de Club Ado 3 annonce le thème de l'amitié, présente la tâche, créer une carte des signes du zodiaque de la classe, et elle mentionne également que pour y arriver, il faudra être capable de parler de ses goûts, de parler de son caractère et de son horoscope. Donc, en invitant les élèves à se poser avant de démarrer, on leur enseigne une stratégie de planification, une stratégie d'anticipation qui leur sera utile parce qu'ils vont pouvoir se représenter la suite du travail à faire, ce qui rassure en général et ce qui va augmenter le capital confiance de chacun. Alors, dans la deuxième phase, donc celle où on expose les apprenants au type de texte en lien avec la tâche finale, ce sera l'occasion de travailler des stratégies de lecture. Alors, de manière générale, les stratégies de lecture se travaillent en 3 étapes ou s'exercent en 3 étapes: avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. Et c'est ce qu'on a ici dans l'unité 7 de défi 3 avec le texte qui s'intitule le hashtag et l'engagement citoyen au Maroc. Dans un premier temps, les élèves vont découvrir le contexte en faisant appel à leur expérience personnelle. Ici, il s'agit de Twitter. Ensuite, dans une deuxième étape, ils vont construire du sens en explorant le texte. Et ici, il est question du hashtivisme, donc c'est l'engagement, le hashtag engagé pour défendre une cause qui est illustrée dans le texte à l'aide de posts qui dénoncent par exemple les violences à l'égard des femmes. Et enfin, troisième étape, les élèves vont évaluer ce qu'ils ont lu par rapport à l'attente de la tâche, et ils vont ici dans le cas la tâche ici est la rédaction d'un post pour défendre une cause, et donc ici l'apport est vraiment total parce qu'ils vont pouvoir s'en inspirer. Ce qui est très important aussi, c'est que dans le manuel défi, ces stratégies de lecture, elles sont rendues explicites par des petits logos. Que ce soit des rouages ou les initiales SL. Et ce qui est très important au fil de l'entraînement, c'est de rendre l'apprenant conscient de ce processus en 3 étapes pour qu'il puisse, au fil de sa scolarité, au fil de son cours, se l'approprier. Alors, dans la phase de fixation ou structuration, celle qui s'occupe principalement des outils langagiers, je vous propose 2 ou 3 stratégies d'appropriation du lexique, avec une stratégie qui est vraiment très intéressante également dans le manuel défi, c'est celle du panier de lexique. Donc, les apprenants vont remplir leur panier de lexique au fil de la séquence, et ce panier sera constitué de mots qui seront utiles à chacun de manière individuelle pour la réalisation de la tâche. Donc ici, on a une différenciation qui s'opère sur l'appropriation du lexique, mais au sein d'un dispositif commun. Alors d'autres stratégies très intéressantes aussi, c'est celle de la carte mentale, des abécédaires, des listes intelligentes qu'on retrouve aussi dans les manuels défis et qui permettent alors de structurer tout le lexique travaillé. Et enfin, dans la dernière phase, on a des stratégies de production, qui peuvent prendre la forme de listes d'auto-vérification ou de checklists, et je pense notamment à la checklist du bon orateur qui rappelle les clés de la réussite pour son exposé oral. On peut évidemment l'utiliser
avant l'exposé, ce qui va nous mettre en confiance, mais également après, et ça permettra de prendre du recul par rapport à la prestation et de vérifier aussi l'efficacité de la stratégie. Voilà pour les stratégies et on en arrive au troisième volet qui est celui de euh, on en arrive au troisième volet, celui de l'évaluation positive. Alors, évidemment, quand on parle de différenciation, on parle d'évaluation positive. Il s'agit d'une évaluation qui vise principalement les progrès de l'apprenant elle se décline en évaluation diagnostique, formative, auto-évaluation. Elle se réalise tout au long de la séquence et elle est en totale opposition avec la culture de la note euh, qui est encore fort ancrée dans nos institutions. Alors l'évaluation diagnostique se fait au début de la séquence au moyen de grilles critériées. Euh, au moyen de grilles critériées et c'est une évaluation qui permet de diagnostiquer les éventuels problèmes qu'on pourra rencontrer lors d'une séquence et d'y remédier en amont. C'est un outil très intéressant qui va pouvoir qui va permettre de réajuster l'apprentissage, mais qui nécessite aussi un feedback individuel avec l'enseignant. Et comment dire, cette évaluation, elle, elle est chronophage, donc il faut évaluer dans son curriculum le bon moment pour la pratiquer. L'évaluation formative est également très intéressante. C'est elle qui permet à l'apprenant de se situer par rapport à son apprentissage. Elle peut venir étoffer la feuille de route dont on a parlé dans les stratégies de planification. On utilise alors des petits logos indicateurs de performance qui vont permettre à l'apprenant d'évaluer son ressenti par rapport à l'objectif à atteindre. L'auto-évaluation est très intéressante parce que elle va développer une posture réflexive chez l'apprenant. Enfin, l'évaluation formative, elle va également favoriser la progression de l'apprenant. On utilise souvent une grille critériée pour la réaliser, mais elle peut aussi avoir lieu lors d'échanges informels avec l'enseignant, mais elle peut aussi prendre d'autres formes dans l'apprentissage, comme celle d'un code de correction qui va informer l'élève sur la nature de ses erreurs et qui va lui donner l'occasion de s'améliorer. L'évaluation formative peut aussi donner un feedback à l'enseignant sur l'efficacité ou non de ces méthodologies. Alors, voilà comment toutes ces pratiques de différenciation s'intègrent dans la séquence. Vous voyez en turquoise les modalités de différenciation, en orange les pratiques d'évaluation positive, la palette multicolore, ce qui représente le concept des intelligences multiples au niveau de l'apprêtage, et les stratégies qui jalonnent toute la séquence. Alors, pour conclure, je reviens à notre situation de départ. Je pense que les trois pistes viennent donner comment dire, que la situation peut être améliorée grâce à ces trois pistes, modalités de différenciation, diversité des apprenants, évaluation positive. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger du tout la relation entre l'enseignant et les apprenants. Et il faut la reconsidérer parce qu'en effet, entre exigence et bienveillance, l'enseignant est en fait une sorte de super-héros
qui donne l'impression aux apprenants d'avoir le choix de relever un défi et d'en partager les résultats avec le reste de la classe, ce qui va augmenter sa motivation et renforcer son plaisir d'apprendre. Et n'oublions pas que des apprenants heureux font des profs épanouis. Et je vous remercie, j'essaye de répondre à vos questions. Alors, question, je vois. Est-ce que les activités faisant appel aux intelligences multiples sont proposées à tous les apprenants en même temps? Il y a différents dispositifs possibles. On peut, au niveau de la pré-tâche, proposer les différentes activités sous forme d'ateliers. C'est pour moi la situation que je préfère, c'est les apprenants qui choisissent alors. Et on peut aussi, quand on a l'impression qu'une activité serait plus bénéfique à un apprenant ou à un autre, on peut évidemment lui suggérer. Il est toujours là pour moi, question d'emballage. C'est toujours une question d'emballage, de comment on va le présenter aux élèves. Alors, ben, comment diversifier l'accès à la compréhension? Donc là, je rappelle un petit peu pour l'accès à la compréhension, comment on peut faciliter, diversifier l'accès à la compréhension. Je pense qu'on peut travailler avec cet outillage de texte, donc de travailler avec des phylactères, avec des annotations dans la marge, avec le résumé parfois d'idées principales et évidemment en travaillant avec les stratégies de lecture qui ne seront pas nécessairement identiques pour tous les apprenants. Alors je vois une question. Quand on crée des groupes de besoins, que font ceux qui n'en ont pas besoin? On peut leur faire beaucoup d'autres choses. On peut travailler de façon autonome. Ils peuvent travailler d'une façon autonome dans la séquence. On peut leur donner un texte supplémentaire, un reportage supplémentaire, mais qui n'entre pas dans l'évaluation. Et comment dire, je pense que ce n'est pas stigmatisant si on ne le fait pas sur le long terme, si justement le groupe de besoins reste ponctuel et exclusivement un groupe de besoins à un moment précis, parce qu'on se rendra compte dans la classe qu'à d'autres moments, il y a d'autres élèves qui ont besoin d'autres choses. Et on n'est pas toujours obligé non plus de faire des groupes de besoins sur des sujets grammaticaux. On peut également créer un groupe de besoins sur, par exemple, sur la capacité à présenter un exposé oral. Donc, voilà pour éviter la stigmatisation dans un groupe de besoins. Oui, j'ai un test qui permet, mais je n'ai pas la référence en tête. Si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous renvoyer la référence pour réaliser un test en classe pour déterminer le profil des apprenants en fonction des intelligences multiples. Et les listes intelligentes, ben, on a été pendant des années habitués à travailler avec des listes de mots de vocabulaire qui reprenaient parfois des centaines de mots, mais qui n'avaient aucune cohérence. Et donc maintenant, on voit beaucoup de listes qui proposent par exemple de rassembler tous les noms de personnes, tous les noms de lieux, tous les noms d'animaux, tout dépend de la thématique. Je pense que j'ai répondu aux questions. Oui. Merci beaucoup Isabelle. Alors malheureusement, on a eu un flux de questions pendant la session. Sachez que vous y étiez plus de 500 personnes connectées en parallèle. Donc avec mes collègues, on a essayé de faire le maximum pour vous répondre. On a essayé de faire le maximum pour sélectionner des questions qui pouvaient être partagées avec le reste des participants. Donc Isabelle, merci d'en avoir sélectionné quelques-unes. On a eu quelques aussi partages de ressources.
Je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire. Ce sont les commentaires de Sylvie qui parlait d'une Je vois l'application application. Lire couleur sur LibreOffice ou OpenOffice permet de colorier chaque son d'une couleur différente de façon automatique lors de la saisie du texte. Oui, Voilà, moi je ne connaissais pas, donc ça peut être oui. intéressant. Voilà, et je crois qu'on avait aussi alors une idée d'activité pour les UPE2A, donc ces classes d'accueil dans le système scolaire français, qui une comment Avec la une mélodie, méthode, la mélodie mélodie des des tuyaux. tuyaux. Oui, Hmm. la mélodie des tuyaux, moi je trouve que c'est exceptionnel comme album. Il est en plus très beau de façon esthétique, donc c'est vraiment un petit joker, la mélodie des tuyaux. Voilà, eh ben écoute, on Voilà. arrive à 18 heures. Merci beaucoup Isabelle. Je voulais juste redire pour Merci les à quelques vous. personnes qui ont eu des problèmes. Ben, merci à toi. Mais attends, je n'ai pas encore remercié pour tout ce que tu viens de nous donner comme conseils, renseignements, rappel aussi des différentes phases de travail des tâches. En fait, je voulais juste te dire qu'il y a quelques personnes qui ont eu des problèmes de connexion. Donc, vous n'étiez peut-être pas là au début de la session, mais juste pour vous dire qu'elle a été enregistrée. D'accord? Donc, dans quelques jours, on mettra cette vidéo exceptionnellement sur YouTube. Et sinon, elle sera mise sur notre espace virtuel avec le PowerPoint en version PDF que vous pourrez aussi revoir et avoir à disposition sur notre espace virtuel. Donc juste vous dire aussi que dans environ une heure, il faut que vous regardiez vos emails parce que vous allez recevoir un email contenant votre certificat d'inscription à cette formation, euh, le formulaire pour avoir accès au code premium gratuit de 3 mois à l'espace virtuel. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir. Il y a certains professeurs qui ont demandé, voilà, s'il y avait certaines activités que tu as présentées, donc qui étaient tirées de nos manuels entre nous, pourquoi pas défi. Donc, sachez que lorsque vous allez avoir votre code d'accès gratuit premium à l'espace virtuel, vous allez pouvoir rentrer dans toutes ces collections. Vous avez vu des extraits de défis, vous avez envie de découvrir ce que c'est, quelle est la stratégie d'approche des textes proposés dans Défi. Vous pouvez rentrer dans Défi 1, 2, 3, 4 et accéder au guide pédagogique qui va aussi vous donner des idées pour justement comment aborder ces textes, ces documents ou travailler justement avec Défi. Donc, votre certificat d'inscription, le formulaire pour avoir accès à vos 3 mois gratuits d'espace virtuel. Vous aurez aussi un petit questionnaire de satisfaction, alors plus sur le déroulé technique de la session. Et vous aurez aussi un petit appel à témoignage si vous souhaitez, comme je disais en début de session, partager votre expérience avec vos collègues. Et toi Isabelle, alors, cette expérience, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Ça va? Ça a été la Ah ben, deuxième intervention. oui, l'intervention, c'est toujours, c'est un peu grisant parce qu'on est en contact avec beaucoup de personnes qu'on ne voit pas et donc c'est un petit peu grisant, parfois désarmant aussi. Donc il y a la technique aussi, on hésite un petit peu, mais c'est toujours très chouette parce qu'il y a beaucoup de retours aussi après. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir du matériel, je me tiens aussi à votre disposition. D'accord, bah, si tu veux, de toute façon, les participants qui souhaitent avoir ton email, si tu veux, voilà, ils pourront nous écrire à Mhm. fleur@umdel.fr et on te transmettra les emails qu'on aura reçus. D'accord? Et puis, comme tu le disais, c'est grisant, c'est parfois un peu compliqué, et puis finalement, on arrive tous à la même conclusion, non? Ça remplace pas 100% les formations présentielles, n'est-ce pas? Oui, ça c'est évident parce qu'il y a Hein. tout le contact visuel qui est très important et qu'on n'a pas. Mais bon, Ouais. voilà, Ok, bah c'est une merci autre beaucoup de nous avoir, expérience. voilà, merci beaucoup d'avoir nous avoir aidés
à réaliser ce programme de formation gratuite en ligne, nos rencontres virtuelles FLE. Sachez que nos sessions de juin sont déjà ouvertes. Si vous souhaitiez vous inscrire, on vous indiquera de toute façon le lien vers notre site internet où vous pouvez vous inscrire pour assister le 4 juin à une rencontre virtuelle qui portera sur justement les acquis et expériences de ce confinement. Et le 10 juin, justement, alors ce sera une rencontre virtuelle qui sera plus axée sur nos collections. Et on vous expliquera comment elles sont toutes pensées et utilisables, quelle que soit votre situation d'enseignement à la rentrée. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, et n'oubliez pas non plus, on va avoir notre premier Insta Live demain, 28 mai, de 17h à 17h30. Donc il faut nous suivre sur Instagram et notre compte c'est EMDLFLE. Voilà, merci beaucoup encore Isabelle, merci à tous et puis à bientôt, j'espère à distance pour certains et puis j'espère en présentiel dans quelques mois si tout va bien. À bientôt.